les prix du pétrole reculent fortement depuis quelques heures. Les marchés ont-ils raison de se montrer plus sereins ou assistons-nous simplement à une pause avant de nouvelles tensions, notamment avec de possibles attaques des Houthis du Yémen, par exemple, ou d'autres facteurs de déstabilisation? Donc, pour répondre un peu de façon très large, ben, on voit directement que dès que on a une reprise du conflit, ben, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Ben, les marchés réagissent. On a vu que le pétrole était descendu à un prix raisonnable jusqu'au 6 juillet et bien sûr, avec la reprise des frappes américaines et iraniennes, ben, automatiquement, le prix s'est envolé encore une fois. Mais bien sûr, quand on voit un recul sur la journée de 1 à maximum 2%, ça ne veut pas dire que les prix reviennent à la normale, parce que si le pétrole est maintenant, il est pricé à plus de 85 dollars vers les 90, donc peut-être que si on accentue le rythme de la guerre et des différents moyens de nuisance sur les détroits maritimes, bah, automatiquement, bien sûr, le prix du pétrole ne fera que continuer Hmm. sa flambée. Donc on voit quand même qu'il y a un effet mécanique, hein. Si tension il y a, si violence il y a, le pétrole réagit. Mais même si Bab el-Mandeb n'est pas totalement fermée à l'heure actuelle, pourquoi cette zone demeure-t-elle stratégique pour le commerce mondial? Pourquoi cet axe de la mer Rouge est aussi important? Tout d'abord, le prix maintenant, il fluctue et l'impact de Bab el-Mandeb, le déni, parce que là, il y a un déni de passage, non pas un blocage, parce que les Houthis n'ont pas les moyens de bloquer, encore une fois, mais il suffit d'avoir un petit moyen de nuisance, de pouvoir de nuisance pour directement bloquer le passage, parce que c'est des tankers qui valent des milliards. C'est des transits de porte-conteneurs qui vont passer par Bab el-Mandeb pour rejoindre le canal de Suez. Donc, Mm. c'est une autoroute qui fait passer entre 14 et 16% du commerce mondial. Mais est-ce OK? qu'elle est Donc, là alors son importance par rapport au détroit d'Ormuz? Le fait bah, que je vous ce que vous explique. venez de... Le détroit d'Ormuz et Bab el-Mandeb, donc on peut dire que si on a un blocage au niveau du détroit d'Ormuz, ben on pourra emprunter le détroit ou le canal de Suez en passant par Bab el-Mandeb. Sauf que là, quand je parle de 15% du commerce mondial, c'est énorme. Ce n'est par exemple, Hormuz, on est à 20% des hydrocarbures. Et c'est juste les hydrocarbures. Mais le commerce mondial, il y a plus de millions de tonnes de marchandises qui transitent. Et bien sûr, vous l'avez expliqué au début, l'impact, elle va se ressentir sur plusieurs secteurs, que ce soit industriel ou autre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que le pétrole qui est impacté, mais il y a plusieurs matières premières qui transitent par ces choke points, c'est-à-dire c'est des goulets d'étranglement géographiques. Mm. OK? À ce sujet, justement, à propos justement des matières premières, on y reviendra dans un second temps. Mais en cas de reprise des affrontements entre les États-Unis et l'Iran, quels seraient les principaux points de vulnérabilité des routes maritimes internationales? Bah, on a de façon géographique et directe, on a le détroit d'Ormuz qui va être bloqué, Bab el-Mandeb, donc la répercussion, elle sera globalisée parce que là, on va toucher non pas que les hydrocarbures et l'industrie pétrochimique qui est très importante pour les engrais et pour la stabilité, la souveraineté alimentaire du monde. Donc là, on voit comme sur l'image, il y a du transit, mais qui est très très faible. Donc on aura ce qu'on appelle un bullwhip effect. C'est l'effet lasso. Par exemple, si on ferme les deux choke points, automatiquement, on sera obligé de passer par le cap de Bonne-Espérance, par l'Afrique. Donc, il y aura un coût supplémentaire en termes de transport, déjà Hmm. à cause de l'énergie, Ouais. mais aussi, Un on aura rallongement des 45. délais. Exactement, 45 jours de détour. Donc, ça Hmm. va impacter la production parce que la majorité des entreprises industrielles travaillent en flux tendu, c'est-à-dire ils ont des productions qu'on appelle just in time, gérées par des DDMRP, donc Hmm. Demand Driven Material Resource Planning. Donc, il suffit d'avoir un petit retard sur une matière ou un composant industriel qui va se répercuter sur toute la chaîne logistique, que ce soit Hmm. sur la production ou sur tout ce qui est achat et approvisionnement. Donc,
au sujet de la production, on parle beaucoup du pétrole, mais le véritable enjeu n'est-il pas aujourd'hui celui de la logistique mondiale? Quel secteur serait en premier lieu touché? Il y a donc tout ce qui touche aux conteneurs, aux matières premières, comme vous l'avez cité, à l'automobile, l'électronique ou encore l'industrie agroalimentaire. Alors, quels seraient les effets de ces répercussions sur toutes les industries que j'ai citées? On va essayer de définir les 3 impacts les plus importants. Donc, on a le prix et la disponibilité et la qualité, si ce n'est une rupture. Parce que là, on voit qu'on est dans une guerre géologistique. Pourquoi géologistique? Parce que géo renvoie à la géographie et aux ressources naturelles géologiques, et la logistique qui est le moteur, on va dire l'articulation réelle de l'économie mondiale. Donc si on touche à un artère précis, bah, automatiquement on aura le prix qui va augmenter, les délais de livraison vont augmenter petit à petit à devenir un vrai problème. Bien sûr, on a des stocks, on a des logisticiens, des experts en stratégie qui vont conseiller les entreprises pour prendre quelques précautions. Mais là, on commence à toucher les limites du système. Oui, donc Il est ça va très toucher stressé. des secteurs névralgiques et il y aura donc, comme vous l'avez dit, en quelque sorte un effet domino. Mais depuis la pandémie, les entreprises ont tenté de sécuriser leur chaîne d'approvisionnement. Sont-elles aujourd'hui mieux préparées à absorber un nouveau choc géopolitique? On va dire que ce n'est pas du tout le même contexte, parce que quand on parlait pendant la pandémie, c'était plus voulu. On a arrêté les transports, alors que là, ce n'est pas quelque chose qu'on veut. C'est plus un conflit enlisé qui impacte directement les routes. Pour expliquer à nos chers téléspectateurs de manière très simple, imaginez un immeuble, on a besoin de pression pour avoir de l'eau dans toutes les maisons. Plus on est proche de la source, plus on a de pression. Mais imaginons qu'il y a des robinets stratégiques qui vont être bloqués, ben on aura moins de pression et il y aura des appartements qui n'auront pas assez d'eau. Hmm. Et donc, une perturbation durable du trafic maritime peut-elle engendrer de nouvelles ruptures d'approvisionnement comparables à celles observées après le Covid? Encore une fois, même si vous venez de dire que le contexte est différent et qu'on a plus en face de nous en fait une guerre qui a un caractère imprévisible, est-ce que les effets, les effets de cette guerre pourraient avoir une perturbation durable? Effectivement, parce que quand on parle de l'industrie pétrochimique, on parle directement de la sécurité alimentaire, les engrais. Donc, il y a des études qui nous ont donné des chiffres alarmants. Il y a plus d'1 million de personnes qui peuvent tomber dans le cas de la famine. Parce que les engrais, par exemple, on a vu l'exemple de l'OCP qui se sont très, très bien positionnés pour régler le problème des acides, pour pouvoir produire et ne pas couper la production. Donc, on voit que ça touche toutes les entreprises de différentes tailles et de différents secteurs. Et donc, pour en revenir aussi sur cette guerre, est-ce que le Maroc, qui est situé à proximité du détroit de Gibraltar et qui dispose de Tanger Med, est-il davantage protégé ou au contraire plus exposé à ces tensions liées au transport maritime et à tous ces Euh, enjeux? oui, donc l'impact est double à Tangemet. Donc, on a d'une part un impact positif. Pourquoi? Parce qu'on aura une hausse du trafic, donc plus d'argent qui va rentrer à Tangemet. Deuxième impact qui est négatif, c'est le congestionnement des ports. Et bien sûr, comme vous l'avez stipulé au début avec la présentation des chantiers royaux de Signal Line Soro, que je félicite et que j'aime beaucoup, parce qu'il a beaucoup donné au Maroc. Il a fait une architecture globale d'un pays, que ce n'est pas juste la connexion portuaire, mais on a d'autres projets en route, d'autres ports qui vont commencer à donner leurs fruits, si on veut. L'aventure de Tangemet, c'est un projet royal réussi. Il y avait des cabinets de conseil au début. Ils ont dit que ça allait être rentabilisé sur 15 ans, alors que ça a été rentabilisé au bout de 6-7 ans. Donc on voit que le Maroc va en profiter, mais on voit aussi les investissements en Afrique. Par exemple, le géant africain vient de lever plus de 1 milliard de dollars pour sa raffinerie au Nigeria. Donc, vous voyez que les chaînes de valeur commencent déjà à essayer de contourner les différents risques Oui. liés Et à... donc aussi une capacité à absorber les chocs.
Merci Mahmoud El Hassouni, qui, je le rappelle, est expert en géologistique et trading. Merci à vous.